Salut les fucking viewers, parlons du plus gros trafiquant que le monde ait jamais connu. Pablo Escobar a créé l'industrie de la cocaïne. Il a mis au point un réseau très avancé et complexe de distribution qui lui a permis d'amasser des milliards de dollars. Il inspirait la terreur et le respect. Dans le monde, il est considéré comme le baron de la drogue, mais dans son petit village de Medellín, il est l'homme qui les a aidés et soutenus, considéré même comme le Roba des Bois colombien, car une partie de sa grande fortune y était distribuée aux plus démunis. Cet homme impitoyable avait déclaré la guerre à la Colombie et celle-ci, avec l'aide des Américains, fit de même. Malgré qu'il soit brutal et insensible, il restera un homme du peuple. Comme lui-même le disait, « Je suis un pauvre, mais un pauvre riche ». Vers la fin des années 40, la Colombie est déchirée entre le Parti conservateur et les libéraux. Cette guerre donnera naissance à un groupe appelé Bandidos. Ils veulent l'équilibre des classes sociales. Ils malmèneront les riches et seront considérés comme des héros chez les pauvres. Ces hommes seront une source d'inspiration pour le jeune Pablo Escobar Gaviria. Pablo est né le 1er décembre 1949 au sein d'une famille modeste de Rio Negro, à 40 km de Medellín. Fils d'agriculteur et d'une mère institutrice, il vivra une enfance paisible. À la mort de son père, sa mère sera la seule source de revenus du foyer et éduquera ses enfants de façon à ce qu'ils respectent l'honneur de la famille, les valeurs, les traditions, mais aussi la charité envers les plus démunis. Pablo a grandi dans un pays pauvre et en guerre. Il déménageait très souvent avec sa mère, mais peu importe où ils allaient, la violence était omniprésente. C'est quand il rentre au collège à l'âge de 12 ans que Pablo commence sa rébellion. Inspiré par les bandidos, il offrira à ses camarades de classe, plus pauvres que lui, à manger et à boire. Mais ce n'était pas assez pour lui, car il manquait de finances. Quelques années plus tard, Pablo rentre au lycée et avec certains de ses amis s'intéressera à la politique et admirera le grand Fidel Castro pour son parcours en défiant l'autorité et en devenant le leader d'une nation. Inspiré de Castro, il commence par défier l'autorité de ses professeurs et se fera renvoyer. C'est à cette époque qu'il commencera à fumer de la marijuana et à en vendre pour se faire un petit peu d'argent. Vers la fin des années 60, Escobar poursuit son rêve de pouvoir et de richesse. Il traîne dans les quartiers les plus malfamés de Medellín et crée ses propres business. Il commencera avec le vol de pierres tombales. Il effaçait les noms puis les revendait. Il découvre ses talents de leader, créera son groupe et ensemble perfectionneront leur technique de voyou. À cette époque, il volera des voitures afin de les revendre en pièces détachées sur les marchés d'occasion, puis pratiquera l'extorsion et le racket. À 21 ans seulement, il sera à la tête d'une organisation de plusieurs centaines d'hommes sous ses ordres. Comment est-il passé du banditisme local au trafic international ? Au cours des années 60, la marijuana est très populaire chez les jeunes américains. Mais au début de 1970, les consommateurs de drogue en rechercheront des plus dures et plus stimulantes. La cocaïne sera à la mode dans ces années. En 1972, Pablo Escobar est devenu le criminel le plus redouté en Colombie. Il n'est âgé que de 22 ans, mais veut étendre sa suprématie au-delà de son pays, et la cocaïne sera le marché florissant où il jettera son dévolu afin de s'enrichir. Elle pouvait rapporter 10 fois le prix de la revente de Colombie aux États-Unis. Un bon réseau pouvait rapporter à cette époque environ $1 million par semaine. Surtout que les risques étaient minimes, car le gouvernement faisait la guerre au communisme et à la marijuana, sans réellement se soucier de la coke. De plus, l'extradition, en cas d'arrestation, n'était pas en vigueur en Colombie. Et si Escobar se faisait prendre, il aurait été libéré dans l'heure, grâce à ses hauts contacts dans la police qu'il soudoyait généreusement. Certains petits policiers se voyaient offrir des télévisions, autoradios ou même des bijoux. Mais pour les plus gradés, rendre un service à Pablo leur apportait des fois jusqu'à $100 000. Vous comprenez donc qu'Escobar n'avait ni à craindre des Américains ni de son propre gouvernement. Il disait d'ailleurs toujours « Chaque homme a son prix ». La question est de savoir lequel. Escobar ouvrira une entreprise d'exportation de denrées pour réussir à passer les frontières des États-Unis en camion. Il cachera la cocaïne dans des pommes de terre, puis dans des bananes, ou même des bouteilles de soda. Il achètera des voitures françaises, comme des 4L, pour y cacher dans les différentes pièces de carrosserie des pains de coke. Il créera le système de mules, rémunérant de jeunes femmes de 10 à 15 000 $ pour prendre l'avion vers Los Angeles et Miami, avec des sachets de cocaïne cachés dans leurs estomacs. Escobar devient en un an l'une des plus grandes fortunes colombiennes. Il se rapprochera de riches producteurs de coca pour plus de bénéfices, notamment Fabio Ochoa. Ensemble, ils formeront le cartel de Medellín. Escobar en deviendra le baron, suivi de son parrain Fabio Ochoa. Il sera accompagné par les frères d'Ochoa, Jorge Luis et Juan Davis, plus communément appelés les Playboys. Il y aura aussi l'animal, José Gonzalo Rodríguez Gacha. Avec eux se joindra Carlos Leder, dit le nazi. À eux 6, ils deviendront et dirigeront l'organisation la plus meurtrière et prolifique du monde. Il ne faut pas oublier leurs terribles hommes de main.
John Jairo Velasquez dit Popeye, Gilberto Molina, Poison, et pour finir d'André Munoz alias Mosquera. Mais revenons à Carlos Leder, qui s'occupait de l'exportation et grâce à une de ses idées, il allait faire passer ses coéquipiers de millionnaires à milliardaires. Avec Escobar, ils peaufinèrent son plan et 4 mois plus tard, ils arriveront à passer de 500 kg à 5 tonnes de coke exportées vers les USA chaque semaine. Ils feront désormais passer la marchandise avec de petits avions volant à basse altitude de Bogota vers Miami avec un ravitaillement aux Bahamas où ils avaient acheté une île. Ils y avaient construit une piste d'atterrissage et même un hôtel pour leurs hommes. Grâce à ce procédé, le cartel contrôle désormais plus de 80% du marché américain de la cocaïne. Ce procédé les rendra immensément riches. Pablo Escobar n'a pas encore 24 ans qu'il est déjà milliardaire. Ne sachant plus quoi faire de son argent, il achètera un gigantesque domaine et l'une des plus luxueuses maisons que le monde ait connue, la Hacienda Los Napoles, pour un total de 63 millions de dollars. La propriété comprend 20 lacs artificiels, une piste d'atterrissage, un héliport, 6 piscines. Il créera aussi dans cette vaste propriété un parc zoologique plus riche et fourni que les plus grands zoos du monde. Toutes les folies qui lui passaient par la tête, il les réalisait. Il a même mis son premier avion de passe à l'entrée du domaine. Son addiction au sexe lui fera organiser des soirées avec ses associés et hommes de main. Des soirées orgies. Les plus belles femmes du pays, les meilleures drogues et alcool étaient au rendez-vous. Il organisait aussi des concours humiliants pour les femmes présentes. Un harem de prostituées disponible 24 heures sur 24. Mais Escobar appréciait par-dessus tout les femmes plus jeunes et contre de grosses sommes d'argent, il se retrouvait souvent accompagné de jeunes adolescentes âgées de 15 à 18 ans. C'est dans sa 25e année en mars 1976 que Maria Victoria Henao Velero deviendra sa femme. Elle n'est âgée alors que de 15 ans et était déjà enceinte de Pablo. Avec elle, il aura 2 enfants, un fils, Juan Pablo, qui naîtra 1 mois après le mariage, et 3 ans et demi plus tard, une fille, Manuela. Escobar avait désormais un talon d'Achille. Lui-même le disait, « Rien n'est plus important pour moi que la famille ». Escobar possédait tout ce qu'il avait rêvé d'avoir. Il allait désormais aider son peuple et fera don de plusieurs millions de dollars pour que les plus démunis vivent correctement. Il construira des terrains de foot, des logements, distribuera avec sa mère de l'argent aux plus pauvres à même les rues. À cette époque, tout cet argent et cette drogue exportée feront d'Escobar la cible numéro 1 des dirigeants colombiens, car Pablo voulait entrer en politique et disait même vouloir devenir président. Mais aussi, il devenait la cible des Américains et de sa brigade antidrogue, la DEA. Pablo, poursuivant son rêve, se présente comme candidat au Congrès colombien en 1982. Sa popularité au sein de la classe ouvrière le fera élire et devient substitut et peut désormais siéger à l'Assemblée. Mais à Bogota, le député Luis Galán dénoncera les liens qu'Escobar entretient avec le trafic de cocaïne. De plus, Rodrigo Lara Bonilla veut mettre un terme avec les partis financés par les narcotrafiquants. En janvier 1984, Escobar est expulsé du Congrès, mais Pablo ne compte pas en rester là. 3 mois plus tard, il fait assassiner Bonilla, le ministre de la Justice. Escobar, humilié, s'alliera avec des terroristes communistes et organisera une série d'attentats brutaux, visant tous les dirigeants de Colombie. Chaque semaine, chaque attaque tue de 10 à plusieurs centaines de personnes, comme cet avion que le successeur de Galán, César Gaviria, devait prendre. 3 minutes après le décollage, une bombe explosera. L'État colombien répliquera en autorisant les extraditions, ce qui permettra aux Américains de rentrer dans le pays. Escobar, sous la pression, négociera sa capture. Il ne se rendra que si l'on lui construit sa propre prison pour lui tout seul. Pour avoir la paix, le gouvernement colombien acceptera de la lui construire. Pablo ne sera pas extradié et sa prison comptera un terrain de foot, une piscine, un spa, un jacuzzi, un coin barbecue et même une maison de poupées grandeur nature pour ses enfants. Alors que les jours passent, le député Galán a de fortes chances d'être élu. De plus, il veut remettre en marche le système d'extradition. Pablo Escobar le fera tuer un soir de meeting. Pour les autorités, c'en est trop. Désormais, Escobar ne doit plus être incarcéré, mais éliminé. Il s'échappera et se réfugiera dans de nombreuses cachettes du cartel. Mais si les politiciens colombiens ne disposent pas de technologie avancée pour le retrouver, la DEA, oui. Traqué comme un animal, il sera tué avec son garde du corps le 2 décembre 1993 à l'âge de 44 ans. Ainsi meurt la légende Escobar, le baron de la drogue. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu malgré qu'elle soit un petit peu plus longue que les formats que je propose d'habitude. Merci en tout cas de l'avoir suivi jusqu'au bout, je vous dis à bientôt pour d'autres fucking vidéos.